Famille, justice, enfance. RP 102.3 avec Caroline Ardouin. Caroline Ardouin, seconde partie. Aujourd'hui, démarré la semaine dernière. Je vous encourage à vous rendre sur le podcast YouTube qui sera disponible en ligne. Ça compte cette conversation qui est intéressante parce qu'on a quelqu'un de l'intérieur là qui nous explique un peu ce qui se passe et c'est effectivement passionnant. Alors pour résumer, la semaine dernière, j'allais vous poser une question et vous avez commencé à répondre à la question avant que je vous la pose, ce qui est magnifique. Je vais quand même la reformaliser. La protection de l'enfance, on se rend compte que la majorité d'intervenants qui sont passés par les circuits professionnels classiques, je veux dire IRTS, école de philosophie, ce sont des gens qui ont la foi, qui ont la formation, qui ont une solidité, qui sont performants, etc. Pour ça, on peut l'entendre. Je vais passer sur les offres d'emploi non pourvues qui parfois sont attribuées à des gens sans formation. On verra ça éventuellement plus tard. Mais là, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que les étages auparavant qui vous envoient les gens, est-ce que ça marche bien ou est-ce que, en fait, on envoie les gens ? Comment ça, on envoie les gens ? Écoutez, nous, dans notre environnement, on dit si vous voulez faire une crasse à votre voisin, vous appelez le 119, vous dites qu'il bat ses enfants et puis dans une merde pas possible. Et mécaniquement, les enfants, ils vont finir en AEMO et à l'ASE parce que tous les gens qui sont avant vont se passer le bébé d'un service à l'autre jusqu'au moment où ils diront si on en est là, c'est que c'est normal. Et puis à la fin, ils finiront chez vous. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une légende urbaine ou ça a un peu dégénéré ? Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque où j'y travaillais, il y avait une cellule enfance maltraitée, qui effectivement recevait les signalements du tout venant. C'est-à-dire, ça peut être de moi, de vous, de votre voisin, effectivement, des paroles dites. Et que à ce moment-là, cette équipe doit faire la part des choses. Et en fait, sa part des choses, elle est vite faite. Soit il y a quelque chose qui montre qu'il y a un danger immédiat pour l'intégrité de l'enfant, l'intégrité physique de l'enfant. Et à ce moment-là, il y a un signalement direct au procureur. Soit elle va basculer, elle va interpeller les services sociaux de terrain qui sont auprès, qui sont pas loin de la famille sur laquelle il y a un signalement, et c'est cette assistante sociale qui va se rendre. Alors c'est vrai avec des termes, moi, que je trouve qui existent encore, que ce soit à l'aide sociale à l'enfance, que ce soit à l'hôpital. C'est curieux, dans l'administration, il y a des termes qui existent qui sont porteurs de violence. Par exemple, quand on dit à quelqu'un vous êtes convoqué, c'est pas quelque chose qui invite au dialogue. C'est très autoritaire. C'est très autoritaire, c'est très violent et c'est des choses qui pourraient être évitées. Je veux dire que les choses sont suffisamment compliquées pour pas qu'on en rajoute dans le vocabulaire. Et que ça pourrait être un petit peu plus intelligent et prenant en compte les complexités et les violences de la situation, et la peur que peuvent ressentir les gens quand ils ont un signalement sur leur famille, etc. Répondre à votre question, je crois qu'il y a aussi beaucoup de... Moi, j'ai pas l'expérience, j'ai le souvenir que quand on arrivait un peu au moment du placement, on arrivait après. Oui, tout à fait. La décision était faite. Vous étiez en bout de chaîne. Moi, je suis en bout de chaîne, donc et voilà. Et très souvent, on a besoin d'arriver en bout de chaîne pour trouver des gens qui nous écoutent et qui ont une véritable compétence. Enfin, je veux dire, c'est dans les cercles où, je sais pas, vous n'avez peut-être pas regardé, mais l'ADN de l'émission, ce sont les parents qui n'arrivent pas à consulter leur enfant, et c'est notamment les permanences, les SOS-Papa, ce genre de choses que j'animais à l'époque. C'est de là que vient effectivement l'émission, et on s'est rendu compte que la mauvaise gestion des conflits parentaux, en fait, aussi allait jusqu'aux services sociaux, et on se demandait si tout ce processus, nous, était... comment on passait, si vous voulez, de quelqu'un qui vient chez vous en disant « Ah, il y a un cadre un peu morbide, ah, il y a 2 litières un peu sales là-bas, voilà, en une demi-heure », et puis se retrouver devant un juge des enfants qui va forcément écouter le rapport des services sociaux, qui est confidentiel, qui est extrêmement secret, auquel personne n'a accès. Et puis finalement, dès qu'on arrive au juge des enfants, on a l'impression que c'est plus notre enfant. On est dépossédé de quelque part. Et ça peut aller très très vite, ça peut être extrêmement violent. Et en même temps, on entend parler d'enfants qui se font violer pour de vrai et tout. Et ils sont toujours en train de rester là où ils se sont pas bien. Parce que, c'est des histoires absolument incroyables, Alors comment ça se fait qu'il y a une telle différence de professionnalisme, disons-le, une telle différence de professionnalisme aux divers étages de la protection de l'enfance ? Pourquoi est-ce que la protection de l'enfance, elle, est relativement professionnalisée, mais que la détection ne l'est pas ? En fait, au niveau du département, ce que je connais, ce que j'ai pu repérer, et qui d'ailleurs peut changer tous les 10-15 ans, le mode d'organisation du département sur ce qui est de la prévention et de la protection de l'enfance peut
être modifié. Moi, quand j'y ai travaillé, les services de prévention étaient distincts des services de protection. On avait bien sûr des communications parfois, par le biais des chefs ou entre psychologues sur certaines situations, mais c'était assez rare, quoi. Avant que j'arrive, c'était différent. Et par exemple, les psychologues qui travaillaient en protection de l'enfance travaillaient aussi en prévention. Donc ça veut dire qu'il y avait une continuité dans le traitement des situations et une influence probablement du psychologue sur des transmissions de connaissances ou des évaluations de situations, etc. C'est vrai que les équipes de prévention, en dehors de la PMI, alors il y a la PMI, c'est vaste, hein, la prévention. Bien sûr. La prévention, c'est la PMI, donc c'est les vaccinations, c'est tout ça, hein, c'est comment je vais m'occuper de mon nourrisson quand je sors de la maternité, et je vais voir le médecin PMI, c'est gratuit, c'est l'assistante sociale du centre médico-social que je vais pouvoir aller voir si j'ai des problèmes de sous, je ne sais quoi, ou avec mon fils qui est adolescent et qui va plus à l'école et que l'éducation nationale a fait un signalement pour absentéisme, je vais peut-être recevoir une invitation ou une convocation par l'assistante sociale. Bon, donc, et les assistantes sociales de CMS, elles ont un éventail de choses à faire qui est absolument très vaste, très diversifié. Leur formation de base, c'est une formation, si j'ai bien compris, qui est d'abord sur les droits sociaux. Très administrative, on va dire. Quand même, enfin voilà, quels sont les droits sociaux, quelles sont les possibilités sociales. Alors bien sûr, en fonction des personnalités, du parcours, ils peuvent acquérir d'autres choses. Mais enfin, c'est vrai que la question de la protection de l'enfance, de qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'on va considérer qu'un enfant il est en danger de développement, qu'est-ce qui fait qu'un enfant il pousse à peu près bien, je dis bien à peu près bien, puisque un développement parfait c'est de la théorie, quoi. Un être humain, bon, mais disons un développement correct, c'est de bien pousser physiquement, psychiquement, de devenir un petit peu, de savoir se débrouiller dans la vie, d'avoir des envies, un goût de vivre. Finalement, c'est ça, un développement qui va à peu près bien. Un enfant en danger, c'est un enfant qui va développer des troubles. C'est un enfant. Alors, des fois, il a des troubles et qui n'ont rien à voir avec les conduites familiales. Il a des troubles. Et c'est très compliqué pour la famille. Et là, on a besoin, qui peut s'user, qui peut devenir agacé, qui peut n'en plus pouvoir, et qui a besoin de soutien. Des fois, on a des troubles qui sont des fois, on va reprocher aux parents des problèmes médicaux de l'enfant, alors que les parents n'y sont pour rien. C'est vrai, ce sont des cas qui existent, absolument. Ouais. Des fois, au contraire, on va banaliser et les troubles d'un enfant. Moi, je me souviens d'un enfant qui était déjà sous médicaments par le biais de la pédiatrie. C'était le début des syndromes d'hyperactivité, etc., où on médiquait beaucoup avec de la Ritaline. Et c'était un enfant sous Ritaline, en placement familial. Merci l'Amérique du Nord. Ouais. Voilà, la Ritaline. La Ritaline. Et en fait, quand on cherchait dans son histoire, on se rendait compte que c'était un enfant qui avait subi des sévices terribles, le terrorisant, suspendu au-dessus d'un puits par la colère paternelle. Donc des choses qui terrorisent et qui effectivement ont toutes les raisons de rendre un enfant extrêmement agité. Donc, vous voyez, c'est compliqué, la bonne santé mentale, parce que qui c'est qui fait la poule, l'œuf ou la poule? Il faut vraiment examiner les choses tranquillement, avec humilité, avec sérieux, avec des partenaires aussi qui tiennent la route. Mais c'est vrai que des fois, on peut aussi banaliser. Hein. On va résumer. Vous avez des professionnels de l'enfance et vous avez le niveau détection est plutôt laissé à des administratifs qui n'ont pas forcément la connaissance de ce qui se passe aux étapes d'après et qui peuvent parfois se dire moi je peux pas, les autres s'en chargeront et donc les envoyer au suivant. Ça peut arriver. Et puis il y a aussi la peur de passer à côté de quelque chose. Ouais, si jamais je passe pas à côté, on me le reprochera. Voilà. Donc le principe de précaution. Peut-être. Principe de précaution, la parole libérée, les effets collatéraux de la parole libérée. Mais alors, je veux bien l'entendre, ça, mais à ce compte-là, pourquoi est-ce qu'il y a certains cas graves où on passe à côté? Je veux dire, si au moins on devait payer un petit pourcentage en s'occupant correctement des autres, oui, mais pourquoi est-ce qu'on passe aussi en même temps à côté de tant de cas si importants? Au fond, on peut se demander si
comment dire, d'ailleurs, c'est des discours qui avaient cours, mettre le paquet sur la prévention. Alors, ça pourrait être ça quoi ? résonne, là, ça correspond à vos discussions de l'époque, ça correspond à ce que vous disiez. On n'est pas en train de délirer, là, ça correspond de réalité, les thèmes qu'on est en train d'aborder. Là, Moi, je pense qu'il y a des... comment dire ? Mettre le paquet au niveau... C'est vrai que entre des situations de crise dans la famille qui vont faire souffrir tout le monde, y compris l'enfant, mais qui pourraient être traitées avec du soutien environnemental plutôt qu'une stigmatisation. Et c'est normalement le travail de la prévention. Et c'était l'origine de la loi, c'était l'esprit de la loi initiale. Les services sociaux étaient là pour aider, accompagner les familles, n'étaient pas là pour les séparer, les diviser. C'est-à-dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Le bon sens dit qu'un enfant est peut-être mieux auprès de parents qu'on peut épauler, plutôt que dans un foyer avec tout ce qui peut s'y dérouler, peut-être. C'est vrai que je trouve que la gravité d'une mesure de séparation entre un enfant et ses parents pour l'enfant n'est sans doute pas, moi je trouve suffisamment... C'est-à-dire, ça peut être... J'ai des intervenants qui m'ont dit que c'était pas grave. Priver un enfant de son parent, c'est pas... Je sais, moi je le sais, parce que sur ma 180e émission, j'ai interrogé Alain Bourigba, j'ai interrogé beaucoup de gens, ils m'ont dit que c'était extrêmement grave, surtout une fois que l'ancrage avait été fait. C'est-à-dire, une fois que l'ancrage est fait, si on l'enlève, il l'idéalise ou il le diabolise, donc il se construit des choses qui sont virtuelles, ce qui met en danger son équilibre interne. Donc on joue pas au domino avec un enfant, il ne faut pas. Et ben, moi j'ai entendu des intervenants, des professionnels, en interview ici, ou alors dans l'autre occasion, qui m'ont dit... Mais vous privez l'enfant de... c'est pas grave. C'est toujours très grave. Quand même, il me semble que c'est pas anodin. C'est très grave. Et les gens qui ont beaucoup travaillé sur la question, que ce soit Maurice Berger ou d'autres, disaient, s'il y a séparation, il faut qu'il y ait tout un travail qui soit fait, et avec l'enfant, et avec sa famille. Tout le temps. Tout le temps. Il faut que l'enfant, il ait un lieu où il puisse parler de tous les adultes auquel il est lié psychologiquement, sans être jugé, en étant soutenu dans sa propre élaboration. Et ça, il n'y a que des services pointus, soit des services de santé mentale, soit des services de placement familial très élaborés, mais il faudrait cette exigence. Mais c'est pas un quart d'heure toutes les 2 semaines. Non, là, c'est vraiment quelque chose d'assez présent pour compenser. Mais je crois que c'est-à-dire on est dans une société où on veut du parfait. C'est comme quand on dit on va faire la journée contre le suicide des jeunes en France, donc il y a des panneaux partout, appelez tel numéro, etc., super machin. Mais après, quand on est sur le terrain et quand on entend, je sais pas, moi ça m'est arrivé en aide sociale à l'enfance, parce qu'on s'occupe des enfants quand même, et des adolescents qui peuvent faire des tentatives de suicide, donc on a besoin de partenaires hospitaliers, on cherche du soin pour eux, et on est confronté à de grandes difficultés, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, comme je disais la fois d'avant, le système de public de santé psy est désargenté, donc il n'y a plus les moyens qu'il faut, donc il n'y a plus de lit, donc il n'y a plus personne pour s'occuper de quelqu'un qui est en réel désarroi et qui aurait besoin, ou alors on s'en occupe 3 jours, mais il faut vite le faire sortir de l'hôpital n'importe comment, n'importe quoi, parce qu'il n'y a plus de place. Donc on est une société un peu schizophrénique qui affiche des grandes ambitions, qui veut se montrer parfaite, où la dimension politique, les politiques doivent être parfaits aussi, donc il ne faut pas leur dire ce qui ne va pas. C'est le yaka faucon. Voilà, c'est le yaka faucon, et puis au lieu d'essayer d'être un petit peu plus, de faire des choix, de se limiter, de prendre des responsabilités, de dire, et ça concerne toute la société, ça ne concerne pas seulement le département. Ça devrait être des débats comme la santé, comme d'autres débats. C'est un sujet ça concerne tout le monde. C'est nos enfants, c'est nos gosses, c'est nos familles, c'est très important. Donc je ne sais pas si voilà, ce que je sais pas si je me suis pas un peu perdue là. Non, c'est très bien, parce que c'est vraiment passionnant, parce qu'en fait, dès qu'on creuse un petit peu, les professionnels arrivent aux mêmes conclusions que nous de l'extérieur, et c'est quelque part c'est rassurant.
Et puis en même temps, c'est désespérant. Ça dépend de quel côté on le prend. Mais ça veut dire qu'on n'est pas en train d'halluciner non plus, quoi. Il y a la vision idéalisée, il y a ce qu'on est capable de faire, tout simplement. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, Caroline Ardouin, dites-moi, on va passer sur ces expertises psychologiques qui sont payées 260 € pour un certain nombre de travail. On va passer sur ces offres d'emploi qui ordonnent la protection de l'enfance. On a dit ce qu'on avait à dire sur les couches avant d'arriver à vous. Vous, on voit bien que vous étiez impliquée, voire presque militante, parce que vous me disiez que vous étiez en colère, vous vouliez faire les choses, vous vouliez vraiment que ça aille bien, etc. Est-ce que ça se passe bien dans les foyers, dans les familles d'accueil? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Moi, j'ai entendu et vu, les familles d'accueil, que d'ailleurs les uns les autres jugent. Voilà, c'est assez curieux. Les familles d'accueil font l'objet de regards très contradictoires, très projectifs. Il y a un grand fantasme sur les familles d'accueil. Et très condescendants aussi. Ils gagnent de l'argent, ils sont mauvais, ils ne sont pas surveillés, ils sont très surveillés. Enfin, il y a tout. Il y a tout. Moi, les gens que j'ai rencontrés, je dirais globalement, en majeure partie, ce sont des gens qui, comme je dirais, sont motivés par leur travail, ont des raisons très très intimes finalement, ont quelque chose à faire pour entre guillemets essayer d'aider ces enfants à pousser. Après, ils ont vraiment besoin de soutien et de limites aussi, mais de limites respectueuses. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail avec eux et on essayait de le faire à l'époque pour comprendre à quel point pour l'enfant toute parole maladroite sur un de ses parents, quoi que le parent ait fait, c'est absolument à proscrire. Et c'est vrai que quand on est famille d'accueil, quand on voit la souffrance de certains enfants, on peut avoir la langue qui parle trop vite, être trop dans le réactionnel, être trop en vouloir aux parents qui, je sais pas moi, qui fait peser quelque chose sur l'enfant. J'ai croisé un monsieur d'une famille d'accueil, il n'a pas voulu que je l'enregistre, il n'a pas voulu que je l'interviewe, mais je lui ai dit, vous les aimez? Il m'a dit, non, il ne faut pas, ils peuvent partir. Donc on ne les aime pas. C'est terrible. C'est terrible d'entendre ça. C'est terrible, mais en même temps, il faut savoir que les injonctions qui pèsent sur les familles d'accueil, on leur sert encore des discours où on leur dit qu'il ne faut pas s'attacher à l'enfant. Mais c'est ça, c'est qu'on leur dit en fait. C'est complètement idiot. On dit ça aussi aux éducateurs. Un enfant a besoin d'amour. Exactement. Mais l'amour, il y a de tout dans l'amour. On sait bien, nous autres, les grands, que l'amour, ça peut être libérateur et respectueux, comme ça peut être complètement aliénant et que sous prétexte d'amour, on peut aliéner quelqu'un. Donc l'amour, c'est compliqué, il faut être plus précis que ça. Oui. Ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de chaleur humaine, ils ont besoin de goût de vivre, ils ont besoin qu'on respecte leurs parents, qu'on s'en mêle pas. Voilà. Le moins possible, voilà. Ils ont besoin d'humilité, voilà, je pense, ce dont ils ont besoin, et de solidité, les enfants qui sont accueillis. Et les familles d'accueil, moi, je les trouve pour la plupart, après j'ai vu des cas dérapants, je veux dire, où des gens, on leur a enlevé leur agrément parce que ça déconnait complet, voilà. En plus, ils sont surveillés très peu, je crois, en moyenne une fois tous les 21 ans, je crois, ou chose comme ça. Oh non, non. Il y a des statistiques, il y a très peu d'inspections. Alors, quelles sont les modalités de recrutement d'une famille d'accueil? Qu'est-ce qu'on leur demande? Il y a vraiment une surveillance qui est faite, parce qu'on a vu des reportages à la télévision qui affolaient tout le monde, mais est-ce que c'est vrai? Alors, moi, dans le département, d'abord, au niveau national, le statut de famille d'accueil, maintenant, il faut passer un diplôme, il faut se former, il faut... voilà, c'est quelque chose qui s'est construit au cours des dernières décennies, on va dire. Par ailleurs, ils ont aujourd'hui un statut comme faisant partie de l'équipe de l'aide sociale enfance. Donc, ils sont sous la hiérarchie du chef de l'aide sociale enfance. Après, il y a une histoire de moyens. Moi, quand j'y travaillais,
nous, on était chargés, les psychologues, de régulièrement faire des réunions, des groupes de parole avec les familles d'accueil pour que justement les situations complexes qui sont vécues à la maison, ils puissent en parler, on puisse y réfléchir, on puisse chercher des façons de faire ou de faire qui soient le plus correct possible pour l'enfant et qui reste pas tout seul avec ça et qui s'use pas et qui dérape pas. Mais ça, c'est nécessaire. Or, s'il n'y a pas les moyens pour faire ça, ben ça se fait pas. Quand j'y travaillais, l'éducateur passait quand même régulièrement au domicile de la famille d'accueil. C'était tous les mois, c'était une fois par mois, pour voir l'enfant et pour voir la famille d'accueil. D'accord, mais aujourd'hui, c'est pas un je ne suis pas inspecteur. sûre. C'est pas l'IGAS, c'est pas un inspecteur. Non, c'est pas un inspecteur. Cela dit, l'éducateur Oui, si vous voyez un truc, fait il va le attention. dire, quoi, Ouais, bien sûr. Il fait attention, bien etc. sûr. Ouais. Mais après, des fois, on voit pas tout. Bien sûr. Faut pas croire. Des fois, on se fait avoir, on croit voir ceci, puis c'est autre chose qui se passe. C'est des cas minoritaires, mais ça a pu exister. Il y a eu des cas où on n'a pas vu des choses qui se passaient et où ça se passait. C'est très minoritaire, heureusement. Mais c'est important de dire que c'est les gens sont minoritaire. demandants parce qu'à partir du moment où on vient se substituer à eux, Bien ils sûr. demandent qu'on soit à la hauteur. C'est une réaction intellectuelle, donc ils vont être beaucoup moins tolérants à l'erreur, forcément. Puisqu'on leur dit qu'eux ne sont pas capables. Donc si on le fait à leur place, il faut le faire bien. Mais c'est peut-être cette notion de comment dire, on voit bien là dans ce que vous dites que déjà il y a quelque chose là à travailler, parce que si s'il y a une séparation entre un enfant et son parent, il faut qu'il y ait un soutien du côté de l'enfant et du côté du parent. Il faut qu'il y ait de l'aide des deux côtés, parce que on peut pas en rester à un sentiment d'incapacité. Sauf dans certains cas, il m'est arrivé, bien sûr, il y a des parents, ils voudraient être parents. Mais bon, quand on est profondément déprimé, que ça dure depuis des années et qu'on n'arrive pas à regarder l'enfant, on n'arrive pas à regarder l'enfant. On n'est pas un méchant parent, mais on est dans l'incapacité, à un moment donné qui dure, de soutenir un enfant qui a besoin de soutien. Ok, très bien. On dit l'enchaînement est parfait. On quitte la famille d'accueil. On arrive sur le parent qui voudrait être parent qui ne peut pas. Est-ce que les services sociaux parfois sont instrumentalisés et utilisés dans le cadre des conflits justement pour enlever un parent? Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, mon perso, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça, non. D'accord. Non. Le fait qu'un parent accuse l'autre de certaines choses et que par précaution, le parent ne puisse pas voir son enfant durant un certain temps, vous l'avez jamais vu? Nous, on arrivait, le jugement était posé. Oui. Donc, en fait, effectivement, il y a une situation qui est décrite d'une certaine façon par la juge, par des éléments qui viennent des services sociaux de prévention. Et effectivement, le travail qui doit se faire en protection, c'est d'interroger tout ça quand même. C'est d'interroger tout ça. Est-ce que vraiment, il y avait ce parent qui est dans décrit... ce document qui vous arrivait, c'était de bonne qualité, c'était bien travaillé. Est-ce que les étapes avant vous, ça allait ou c'est perfectible? C'est toujours perfectible, bien sûr. Bien sûr, tout est perfectible. Bien sûr, c'est toujours perfectible. Bon, c'était le boxon ou ça allait, quoi? C'est difficile de généraliser. Ouais, Moi, ce qui me frappe là, c'est que effectivement, dans les représentations que les uns et les autres peuvent avoir sur la parentalité, il y a comme des normes. Des normes. Qu'est-ce que c'est être un bon parent aujourd'hui? C'est pas la même chose qu'il y a 50 ans. Bon, ok. Oui, on l'a évoqué. On l'a évoqué tout à l'heure. Et chacun de nous, professionnel, pas professionnel, a ses représentations de ce que c'est un parent, un bon parent ou un mauvais parent. Et c'est pas toujours les mêmes. Donc, il s'agit pas de vérité, il s'agit de représentation. Par contre, donc tout ça, faut pouvoir faire la différence entre ça. Quand on est professionnel, en tout cas, il faut pouvoir savoir que ça, ce sont des représentations et qu'il faut faire attention. C'est pas la vérité vraie. Il faut aller au contact du parent. Il faut observer, écouter. Il faut interroger les représentations qu'on a ou qui nous ont été transmises parce que il peut y avoir des effets de normes, des effets de jugement de valeur. On va dire, votre expérience vous a appris à vérifier les éléments qu'on vous donnait et à ne pas les croire sur parole. On va dire ça comme ça. Il faut faire attention.
Il peut y avoir des choses qui vont trop vite. Chacun peut être victime de ses propres normes ou de sa propre personnalité. C'est là où c'est un travail tout à fait complexe et qui doit être fait avec grand professionnalisme et humilité, parce que c'est quand même, il faut être conscient de la responsabilité qu'on a et de la relativité effectivement des choses. Après, il y a quand même des repères qui sont aidants, qui sont structurants, qui aident à s'orienter. Bien sûr. Ouais. Mais quand on vous écoute, il y a encore quelque chose qui vient, parfois de nos discussions, qui vient me traverser l'esprit, là. Est-ce que ce ne serait pas justement aux personnes expérimentées d'aller aux étages du dessus pour regarder au niveau de la détection, au niveau des signalements, Est-ce que c'est vraiment à des jeunes qui sortent de l'école d'aller faire juge? Est-ce que c'est vraiment à des jeunes qui sortent de l'école d'aller faire les enquêtes? Ou est-ce que ce sont aux personnes qui ont un vécu, qui ont vraiment regardé ce que ça signifiait, d'aller mettre un gamin dans un foyer où il sortira en grande majeure partie pas très bien formé, protéger certaines choses, mais avec un prix à payer assez lourd. Est-ce que c'est pas à ces gens-là, quelque part, qui, en fin de parcours, devraient aller au-dessus pour regarder comment ça se passe? Je pense qu'effectivement, dans ces domaines extrêmement complexes et exigeants, il y a besoin de gens très expérimentés, très compétents, et que probablement, il n'y a pas cette conscience-là suffisante. Chacun croit que il suffit de, je sais pas moi, d'être un travailleur social. De vouloir sauver le monde, et donc on prend des décisions. Voilà, puis on croit qu'on sait. Bon, c'est vrai que ça, c'est dangereux. C'est Gabin, ça. Hein. Je sais que je ne sais pas, ça met un certain temps à venir. Ouais. Ce qu'il y a aussi, c'est que les conditions, aujourd'hui, je pense, les enjeux ont changé dans le sens, à mon avis, où la séparation d'un enfant pour le protéger, c'est bien si après il y a quelque chose de stable, de solide, qui tient la route. Mais moi, les échos que j'ai, c'est que les services, les familles d'accueil, les foyers sont tellement débordés parce que les mesures augmentent, parce que les moyens au regard sont pas suffisants, que en fait les lieux de placement des enfants ne sont pas suffisamment solides. Donc du coup, on va séparer pour protéger, mais en fait le lieu de protection va pas être suffisamment solide et pérenne. Du coup, je trouve qu'il y a une réflexion à avoir sur attention. Pourquoi on fait les choses, quoi. J'ai souvent pesté et critiqué notre travail. Avec le recul, je me dis qu'il y a des jeunes, sans doute, certainement même, et beaucoup, qu'on a bien aidés à grandir et à se sauver, entre guillemets, c'est certain. Bien sûr, on critique tout ça, mais il faut quand même pas perdre de vue que pour certains, c'est quand même mieux que ce qu'ils pouvaient avoir. Exactement. Il faut pas l'oublier. C'est énorme, et même des survies, des reconstructions. Des dangers de mort qui ont été évités, bien sûr, c'est absolument évident. Voilà. Hein, tout à fait. Mais il faut mesurer dans une décision de placement, ok, je le sépare, mais je vais le mettre où, dans quelles conditions de vie, etc. Et si c'est pour passer de famille d'accueil en famille d'accueil, parce que la famille d'accueil, elle a déjà 3 enfants troublés, et que la famille d'accueil, elle n'aura pas de partenariat en psy, parce qu'ils sont débordés, que tout le monde est débordé. C'est le fait qu'il y a un référent unique, peut-être pour quelqu'un. Là, c'est une idée que j'ai vue passer dernièrement, qui pourrait être intéressant, au lieu de changer d'interlocuteur en permanence pour tout le monde. Là, la question, c'était de mettre des personnes expérimentées en haut, plutôt que de mettre des jeunes en haut et puis de garder expérimentés en bas. C'était ça, en fait. C'est quelle compétence? Là, vous parlez, par exemple, de la cellule enfance maltraitée ou de l'équipe qui va évaluer... le 119, les évaluations, 119, et puis les juges, tout simplement. Quoi. Donc, les services d'enquête qui, sur signalement du procureur, vont amener un rapport au juge des enfants. Oui, il faut la plus grande expertise, c'est clair. Il faut des gens expérimentés, donc, il faut des gens expérimentés, compétents. Pas qui sortent de l'école, mais qui soient expérimentés. Absolument. Ouais. Ça, c'est pas possible de... RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.